la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Regardez comment la police brutalise ma mère. Barkamwa nous a tués. Barkamwa nous a tués. Au secours. Au secours. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu de voir le jour, ce jour, comme moi d'ailleurs, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne me manquerai jamais, je ne me fatiguerai jamais de vous le rappeler. Glorifier Dieu et célébrer la vie. Capitaliser la minute présente. Quelles que soient vos conditions de vie, que vous soyez matériellement pauvre, que vous soyez malade, que vous soyez en santé, aussi longtemps que vous serez debout, le matin, vous respirez l'air, vous pouvez voir autour de vous, vous pouvez voir même en touchant, c'est-à-dire que, parce que ceux qui n'ont pas des yeux, qui sont aveugles, voient au toucher, ressentent au toucher. Si vous êtes capable de faire ce mouvement-là, s'il vous plaît, glorifiez Dieu et célébrez la vie. Parce que, vraiment, à tout moment, la vie peut vous être ôtée par des individus mal lunés. La vie peut vous être enlevée par les événements de la société. Par la maladie, par l'accident, par la mort, par l'empoisonnement, par la méchanceté, la jalousie. Elle peut arriver à tout moment. Donc chaque fois que vous avez donc la grâce de Dieu de vivre la minute présente, n'hésitez pas à capitaliser. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une petite fille de 5 ans dont la vie a été ôtée. Comme ça, on ne nous explique pas. La vidéo que vous avez écoutée au début, elle avait 5 ans. La photo que vous voyez là. Elle était née le 19 avril 2019 et la vie lui a été ôtée le 29 août 2024. Il y a à peine quelques mois. Née le 19 avril 2019, assassinée le 29 août 2024. L'histoire de cette jeune, de ce bébé, me rappelle les cris que vous avez entendus au début de cette publication. C'était la femme de Mbargomboa. Les cris que vous avez entendus là. Cette femme avait été assassinée parce qu'elle ne voulait pas que son mari, ministre chargé de mission à la présidence, abuse sexuellement des enfants. Pourquoi je vous rappelle cette histoire? Parce que c'est devenu la mode au Cameroun. Le Cameroun fait partie des 5 pays dont le viol des enfants est devenu normal. On viole les bébés de 6 mois, on viole les bébés de 2 mois, de 7 mois, de 5 ans, de 11 mois. On viole à tout va au Cameroun. Le Cameroun est devenu parmi les 5 pays au monde. C'est devenu normal. Donc, Madame Mbargomboa avait dit non à son mari qui voulait abuser des petits enfants, pas des enfants, parce qu'il avait déjà abusé des enfants. Il voulait abuser des petits enfants. La femme a dit non. Mais il se faisait trop tard parce que cette femme était bien consentante quand il abusait les enfants. Maintenant, quand ça arrive au niveau des bébés, elle dit non. Le mari dit ok, comme tu as dit ça, je vais finir avec toi. C'est ce que vous venez d'écouter là. Les cris que vous entendez là, Mbargomboa
nous a tués, Mbargomboa nous a tués, c'était ces cris-là. Alors pourquoi c'est devenu normal? Parce que pour éliminer sa femme, Mbargomboa a fait recours à un autre Mbarga, Mbarga Nguélé, le patron de la police. Pouvez-vous m'expliquer pour quelles raisons dans cette société vous avez affaire à votre femme? Vous vous appelez Mbarga Omboa. Le patron de la police s'appelle Mbarga Nguélé, c'est votre frère. Le patron de la gendarmerie s'appelle Galat Setoga, c'est aussi votre frère. Au lieu que ces gens-là viennent chez vous, comme il est de tradition dans ma culture, parce que je suis un gars Eton, de Fondjemon Kouet, un gars Biti Benanga, et quand, si vous voulez, un citoyen camerounais. Comme il est de tradition dans nos cultures, que quand vous avez un problème avec votre épouse ou un parent, mais les parents les plus âgés doivent se regrouper, se réunir pour en parler et essayer de l'écouter et comprendre ce qui ne va pas pour vous réconcilier ou alors apporter l'apaisement dans la famille. Ça n'a pas été le cas dans le cas de Madame Mbargomboa. Madeleine Mbargomboa a donc été assassinée avec la complicité de Mbarga Nguélé, de Galat Setoga et de son mari Mbargomboa. Ils sont venus, ils ont envoyé des policiers et des gendarmes venir traîner cette femme au sol pour aller l'exécuter à l'extérieur. Ils étaient au deuil, ils ont fait le deuil et affaire classée sans suite, sont repartis pour un tour. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de précédent? Avant Madeleine Mbargomboa, souvenez-vous que je vous avais déjà parlé ici d'un certain docteur Pechoko. Le docteur Pechoko, c'était exactement pareil. Là, ce n'est pas la voisine qui avait retrouvé le corps. Là, ce n'est pas le voisin qui était accusé. Non. Parce que dans l'histoire de la petite Orphée, que vous allez écouter dans cette publication, c'est la voisine qui dit avoir retrouvé le corps. Mais dans le cas de Pechoko, ce n'est pas la voisine. C'est l'épouse de Pechoko qui accuse son mari de père sodomite, d'avoir abusé sexuellement de leurs propres enfants. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la situation. Ce n'est pas l'enfant. Je vous rappelle que la maman était à l'école, je pense, l'école de médecine, quelque chose comme ça. S'agissant de la pédophilie, c'est résolument, hardiment une affaire compliquée. Très compliquée même. Quand une personne âgée de la quarantaine ou de la cinquantaine, voire de la soixantaine, viole ou sodomise un nourrisson âgé de moins de 5 ans. C'est le moins que l'on puisse dire de cette affaire à la fois sinistre, rocambolesque, scabreuse, abracadabrante, survenue dans un passé récent, dans l'arrondissement de Dibombari, à quelques kilomètres de la ville de Douala, où un septuagénaire, 76 ans, aurait violé et sodomisé jusqu'au pourrissement de ses organes génitaux et à plusieurs reprises, un nourrisson âgé de 18 mois seulement. Pire encore, sa propre arrière-petite-fille à lui. Et puis l'affaire du célèbre naturologue Clément Pechoko ayant bâti sa fortune sur la lutte contre le surpoids, accusé il y a 4 années par son épouse d'avoir, lui, Clément Pechoko, sodomisé ses 3 enfants, dont une fillette de 2 ans 8 mois. Eh bien, 4 années après, Clément Pechoko monte au créneau et décline sa version des faits. Exclusivement dans cette édition de Canal Détective, Clément Pechoko parle à bâton rompu de cette affaire alors que son épouse accuse. Vous n'allez pas salir l'image de votre époux, salir l'image de vos enfants avec une histoire aussi sale pour de l'argent. Parce que 4 années après le soulèvement de cette affaire de sodomie des enfants de la famille Pechoko, la version du père accusé de viol et sodomie de ses propres enfants percute sans ébranler celle de la mère qui persiste à la charge. Mon mari est un père sodomite. Le 16 octobre 2008, peu après midi, le docteur Clément Pechoko est écroué dans une cellule du tribunal de première instance de Yaoundé. Ceci après avoir passé 2 jours au sein d'une cellule du commissariat central de la même ville. Son épouse, Christelle Pechoko, a déposé 2 plaintes contre lui. L'une au ministère de la promotion de la femme et de la famille et l'autre au tribunal de première instance de Yaoundé. Son avocat a également saisi le tribunal de grande instance. Elle accuse ce dernier d'avoir violé et sodomisé leurs 3 enfants. Selon les certificats médicaux légaux, la fillette de 2 ans présente un écoulement vaginal.
un liquide jaunâtre qui sont très mauvais, nauséabondes. L'hymen est irrégulier. Elle a une vulvovirginité sur probable traumatisme vulvaire. On parle pour les deux garçons d'une suspicion d'un probable traumatisme anal sur déchirure des sphincters et traumatisme vulvaire. Selon la mère, la première anomalie a été constatée chez la fillette de 2 ans. Les 3 enfants ont été violés et sodomisés parce que c'est 2 filles et un garçon. Donc les 2 filles ont été victimes de viol et le garçon a été sodomisé. Donc je constate les faits à travers le bébé de 1 an 8 mois. Parce qu'à l'époque l'enfant avait 1 an 8 mois. 2 ans 8 mois plutôt. Je rentre de la maison, j'étais rentrée des cours parce que étant étudiant en médecine. Là-bas, on me fait savoir que l'enfant a fait les selles dans la couche. J'ai dit, mais non, c'est pas possible, puisque elle dit déjà, je veux le pot, je vais faire les selles. Comment c'est fait si qu'aujourd'hui, elle le fait? Et puis là, je me rappelle que mais ça fait depuis 1 semaine qu'elle a recommencé de faire pipi au lit. Et là, mais je me suis dit, mais quelle est cette régression? Moi, ça ne s'explique pas. En médecine, quand il y a régression, il y a problème. Donc, je n'ai pas compris. Et j'ai pris l'enfant. J'étais fâchée, je voulais plutôt taper sur l'enfant. Mais je me rends compte que l'enfant n'a pas les selles. Et néanmoins, je sens une odeur nauséabonde bizarre. Et j'amène l'enfant dans la chambre, je vais changer l'enfant. Je me rends compte que l'enfant a un écoulement vaginal, de couleur verdâtre et nauséabonde. Selon Christelle Petchoko, l'attitude de Clément, son époux, paraît tout de même bizarre. On lui annonce, dit-elle, le viol de sa fillette et il parle d'autre chose moins pertinente, dit-elle, avant d'entreprendre de se rendre à Dubaï. C'était un lundi, il rentre du bureau, je lui fais pas la situation. Il dit non, il faut attendre après 1 semaine, si ça persiste, on pourra voir, on va mettre l'enfant à l'hôpital. Étant du métier, moi je suis encore étudiant en médecine, mais lui il est en fonction, il est du métier, c'est un naturopathe. Il dit on va dans 1 semaine. Dans 1 semaine, problème vaginal, problème, l'enfant a un écoulement vaginal. Moi, la mère, j'ai jamais eu ce genre de problème. Il dit non, on va dans 1 semaine. Mais j'ai été choquée, j'ai accepté malgré moi. Après 1 semaine, l'enfant avait déjà des démangeaisons. Elle se plaignait déjà, maman j'ai mal, ça démange, maman j'ai mal. Et le papa avait un voyage qui devait se rendre sur Dubaï. Non, je lui fais pas la situation, il me dit bon, on verra après, tu vas rester voir. Après 1 semaine, il dit on verra après. Puisque le mardi, il est rendu sur Douala pour son voyage. Il est parti sans problème. Bon, j'amène l'enfant à l'hôpital de Oudja. Je passe là, nous habitons à Oudja. J'amène l'enfant à l'hôpital d'Oudja. Je rencontre le médecin-chef du dispensaire d'Oudja qui examine l'enfant et qui me dit mais madame, quel est l'adulte qui a essayé qui cherche son passage sur l'enfant? Je dis comment ça? Il dit mais vous êtes présenté tout à l'heure comme une collègue, venez vous-même voir, regardez, l'hymen est déchiré, l'hymen est déchiré. Et l'hymen non seulement est déchiré, mais il est irrégulier. Moi je constate, je vois la déchirure. Et on dit tous les jours que ces cas se reconstituent. Non, mais je vous assure que jusqu'à présent, quand je regarde le fait de mon enfant se déchirer, quand le papa rentre de Dubaï, il ne fait pas allusion à ça. Il me dit plutôt qu'il m'a gardé, il y a un véhicule qu'il m'a acheté qui arrive, qui est au port, qui arrive dans le bateau. Plein de cadeaux qu'il a versés sur le lit, parfum, portable et tout. Et tout. Je dis non, il n'est pas question de cela. Parce que j'étais traumatisée. Il n'est pas question de cela. Il n'est pas question... Les cadeaux, c'est tous les jours que je me fais des cadeaux dans cette maison. Il n'est pas question des cadeaux. C'est le premier enfant qui m'inquiète. Est-ce que c'est le petit beau qui est au rez-de-chaussée qui a vu l'enfant, tant pis, il n'est même pas en contact, son cousin. Les gardiens ne sont pas en contact, ils ne rentrent pas à la maison. Donc je voulais voir qui a pu poser cet acte. Mais franchement, ma tête ne s'est pas dirigée vers lui. J'étais fâchée, je dis non, il faut qu'on essaie de voir. C'est la sorcellerie, c'est la magie, je ne sais pas ce que c'est. Il faut qu'on essaie de voir le problème qu'il y a. Il ne fait pas allusion à cela. Il ne dit rien. Je prends le carnet, l'hôpital, le dispensaire et le certificat médical. Je montre, il ne veut pas, il ne regarde pas, ce n'est pas son problème. Bon là je suis fâchée. Je rentre dans la chambre, dans ma chambre. Étant fâchée, je ne dis plus rien, j'étais fâchée. Le lendemain matin, il est rentré vendredi. Le lendemain matin, samedi, il n'a rien dit. Dimanche matin, il se lève à 6h pour aller tout son national de sport. Mon Goda, c'est tenue de sport. Il vient dans la chambre. J'étais couchée, j'étais là affalée. Parce que j'étais dépassée. Comment un problème aussi grave, le papa fait comme si de rien n'était. Il me dit, le combat que tu veux commencer là, je ne peux pas mener ce combat avec moi.
On m'avait interdit de ne plus dire ça, mais je vais toujours le redire. Il m'a dit, je vais corrompre tous les Camerounais jusqu'au chef de l'État. Tu ne peux pas mener ce combat-là avec moi. J'ai les moyens de ma politique. Je vous assure, monsieur le journaliste, je ne sais pas de quoi il était question. Le 29 août 2008, Christelle aurait entrepris de conduire la fillette à l'hôpital central de Yaoundé. Là-bas, les examens révèlent les mêmes résultats. C'est à ce moment-là que les gynécologues la conseillent de faire consulter les 2 autres enfants pour que le poteau rose soit découvert. Voilà que c'est le second médecin de l'hôpital central, c'est grâce à lui qu'on découvre. Parce que le médecin dit, c'est le seul enfant que vous avez, madame. Je dis non, ça c'est le dernier enfant, j'en ai 3. Et il dit, et vous croyez que le viol a commencé sur le dernier enfant? Non, il a dû commencer sur les aînés. Et s'il a commencé sur les aînés, c'est là que vous saurez qui a commis cela. Parce que les aînés ont dû voir de qui. Parce qu'il m'a demandé, ils font quelle classe? Ils sont classe 5 et classe 4. Et ils ont respectivement 8 et 9 ans. Il a dit, voilà, ce sont les aînés qui vous aideront à trouver les traces de la personne. C'est comme ça que je prends le véhicule. Parce qu'il me dit, madame, ne partez pas garder le silence. Hein. Et comme monsieur est au courant là, faites attention, il faut faire vraiment attention parce que comme vous ne connaissez pas qui est le coupable, il faut faire vraiment attention. Je rentre à la maison, je vais à l'école, je prends les enfants, je fais la décharge parce que le fondateur me dit non, monsieur vient de laisser ses enfants, comment vous venez prendre tous les enfants? Faites la décharge que vous retirez, vous avez pris les enfants. Je fais la décharge, je dépose, je rentre avec les enfants à l'hôpital. Mais en route, je demande aux enfants, vous me cachez quelque chose. Mon petit doigt me dit que vous me cachez quelque chose. Elle cuisine alors les enfants qui dénoncent, nous raconte-t-elle, celui qui sera désigné comme étant l'auteur des actes de viol et de sodomie sur ses propres mômes, le docteur Clément Petioko. Il aurait menacé de les tuer si il le dénonçait, renchérit-elle. Aux enfants, vous me cachez quelque chose. Mon petit doigt me dit que vous me cachez quelque chose. Le garçon qui cale sur sa position, il dit que lui ne veut pas mourir. Le garçon me dit là, il dit je ne veux pas mourir. Je garde la voiture. Il dit, qui parle de mort ici? Il ne veut pas lui mourir. Il n'y a rien à dire, il ne veut pas lui mourir. Et la fille qui me demande, maman, est-ce que tu sais est-ce que tu peux me protéger? Est-ce que tu peux me protéger 3 fois? C'est là où moi je fonds en larmes. J'ai dit protéger par rapport à quoi? Et il faut noter que avant ça, j'avais remarqué des attitudes que je ne pouvais pas imaginer. Quand le papa est rentré, il klaxonne parce que là-bas, au quartier, tout le monde connaît le klaxon de sa maison. Quand il rentre, il klaxonne, comme les enfants accouraient d'habitude, il n'accourait plus. La fille qui était trop rapprochée de son papa a commencé à se détacher. Donc j'ai remarqué beaucoup d'attitudes, mais je ne pouvais pas savoir pourquoi. Je me disais, bon, peut-être elle ne se sent pas bien. C'est quand elle me dit, est-ce que tu peux me protéger 3 fois? Que je dis, protéger de quoi? Là, je garde la voiture, je sors, je prends l'enfant, je l'amène à côté. J'ai dit, protéger contre qui et pourquoi? Elle reste, elle ne dit rien. Après, elle me dit, maman, pas 2 fois. Papa est rentré dans la chambre, il a enlevé mon pyjama, il a enlevé mon slip et il a mis, ils appelaient ça gros mot. Il a mis son gros mot dans mon gros mot. Mais comme ça faisait mal, j'ai serré les pieds. Et j'ai voulu crier, il a dit, si je crie, si j'ouvre la bouche, il va me tuer. Si je parle de ça à n'importe qui, quel que soit l'endroit où je me trouve, il est présent, même s'il n'est pas là physiquement, il est là de façon invisible. Il va me tuer. Surtout à toi, si je te dis, il va me tuer. Moi, j'ai dit à la fille, tu mens. J'ai dit 3 fois à ma fille, tu mens. Parce que ouais, c'est quelque chose, quand on vous annonce là, vous ne voulez pas croire. Vous ne voulez pas croire. J'ai dit, tu mens. Papa ne peut pas faire ça. Elle me dit, maman, pourquoi vais-je mentir sur papa? Pourquoi vais-je mentir sur papa? C'est là où je t'ai dépassé, je fonds en larmes. Même conduit, il n'y a plus moyen. Nous sommes restés après de 45 minutes pour que je puisse reprendre mes esprits et prendre le volant. J'amène les enfants à la maison, on repart à l'hôpital central. Le docteur examine. Et pour la petite fille, c'était pas encore comme pour le bébé. Pour le bébé, c'était plus grave que pour la fille de 8 ans. Donc elle avait des égratignures qui montraient qu'il y a eu frottement. Le garçon, son office anal était ouvert comme ça. C'est pour lui là que ça s'est reconstitué, que ça s'est refermé. Mais à ce moment, c'était ouvert. C'est que la présence d'esprit que je n'ai pas eu, c'était de filmer. C'était ouvert là. Donc c'était comme. Donc il le faisait à plusieurs. Voilà. Les 2 doigts du médecin sont passés aussi librement que. Mec. C'était pas mes 2 doigts, c'est mes 2 doigts si sont petits. Mes 2 doigts s'ils font un seul doigt du docteur.
Et donc, ça veut dire que les deux doigts étaient comme les 4 doigts là. C'est passé là librement et sorti librement. L'enfant n'avait même pas mal. L'enfant n'a même pas dit aïe ou rien comme non. C'est la panique totale, décrit-elle. La famille se déchire et Christelle est obligée le 25 septembre de se réfugier avec les enfants chez ses parents. À la question de savoir si le docteur Clément Petioko présentait auparavant des comportements pouvant nourrir une telle accusation, voici la réponse de Christelle. Si un matin, votre époux vous dit on va faire l'amour à 3 avec un employé ou avec un chauffeur ou avec ton ami ou... Voilà, c'est elle qui raconte l'histoire. Comment elle a constaté que ses enfants avaient été sexuellement abusés par son mari, monsieur Petioko. Vous me poserez bien la question de savoir où est monsieur Petioko. Bon, bien sûr, il est en liberté. Il se promène. Je pense que celle qui a d'ailleurs eu des problèmes, c'est plutôt son épouse qui a eu pas mal de problèmes pour avoir dénoncé cela. Et je vous rappelle que le docteur Petioko n'était pas son premier forfait, parce que moi je connais des personnes, des filles avec lesquelles le docteur Petioko sortait et qu'il organisait des patouses avec les chauffeurs. Avec son propre chauffeur. Il appelle son chauffeur de venir faire des patouses avec des filles. C'est des comportements réguliers. Des comportements devenus normaux dans notre pays. Le viol des enfants. L'abus sexuel sur des bébés. Alors, la question que je vais vous poser, c'est depuis que vous faites ça, et toutes celles de ceux qui l'ont fait depuis, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? Ils sont morts, pour pas mal d'entre eux. Je vous rappelle qu'il y en a un autre là, qui est hors service maintenant, qui s'appelle Mevama Boutou. Chaque fois que je vous prononce le nom de ce monsieur, j'attends que quelqu'un vienne dire le contraire, bien quelqu'un porte plainte pour que je lui sorte des vidéos. Parce que quand vous entendez les petites filles, les enfants de 11 ans, parler comme celle-ci. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Bien, ça ne pose de problème à personne. Personne ne se pose de questions. Comment se fait-il que des petites filles comme celle-ci s'asseyent pour parler des choses comme ça? Ça se passe dans la région natale du président de la République, le Sud. Pourquoi? Parce que ceux qui donnent l'argent à ces enfants, ce sont ceux-là qui font de l'argent et qui ont de l'argent. Parce qu'un étudiant, un élève qui n'a déjà pas l'argent de baigner, je ne sais pas combien il a donné à une autre adolescente pour faire ces choses-là. Ce sont des adultes qui détruisent ces enfants. Oui, monsieur, ce sont les adultes qui détruisent ces enfants. Et c'est normal, c'est devenu normal au Cameroun. Attendez quand Paul Biya ne sera plus aux affaires. Vous allez voir des mamans, pour d'autres raisons, elles n'ont pas pu le dire depuis très longtemps, mais qui viendront là accuser leur propre mari. Je vous rappelle que l'ambassadeur du Cameroun auprès du Vatican, Antoine Zanga, avait les relations sexuelles avec sa propre nièce, n'est-ce pas? Cette fille-là a été enceinte 2 fois. Et chaque fois que le fœtus, ça atteignait 2-3 mois et provoquait la sortie du fœtus et consommait. À un certain moment, ils ont assassiné la fille elle-même. Je vous parle là de l'ambassadeur du Cameroun auprès du Vatican, Antoine Zanga. C'est connu. Ces comportements-là, mais tout ce que je veux dire ici avant de poursuivre, c'est que tous les juges, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les enquêteurs, les commandants de brigades, de compagnies, des bataillons, des enquêteurs qui sont chargés de ces choses-là et qui n'ont pas fait justice au moment des faits, vont être poursuivis le moment venu. Vous savez ce qui se passe en Guinée, Conakry. Vous suivez ce qui se passe en Guinée, Conakry en ce moment. Les procès publics. Vous allez être responsable demain. Je vous dis, le président Paul Biya, c'est terminé, on n'attend plus rien de lui. Je vous rappelle tout simplement que vous avez des enfants et vos enfants vont s'asseoir un jour pour vous regarder à la télévision comme notre papa a pu dire des choses comme ça. Notre papa a fait ça. Notre papa avait la responsabilité de dire le droit et n'a pas dit. Notre papa avait la responsabilité de mener l'enquête. Il a plutôt préféré aller prendre 50 000, 100 000 pour noyer la vie d'un bébé. Notre père a fait ça. Vous allez le voir bientôt. Ce n'est plus loin. Vous savez, moi qui regarde ce qui se passe au Cameroun en ce moment, je regarde ça avec un œil, admiratif de Dieu. Je suis admiratif de Tout-Puissant. Je suis admiratif du Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers. Parce que s'il y a 30 ans, on m'aurait dit
que des membres du gouvernement pouvaient sortir et se contredire, comme c'est le cas en ce moment, je n'aurais pas cru. Mais j'ai cru en Dieu, parce que Dieu m'a enlevé la notion du temps. Je n'ai jamais vu 30 ans défiler. Je n'ai jamais vu. Parce que si Dieu m'avait dit, écoute-moi, mon fils, Numa Patrice Freeman, comme tu pars en France là, sache que c'est pour 30 ans. J'allais lui dire, papa, Seigneur, s'il te plaît, vraiment, la terre de mes ancêtres, l'a quitté comme ça pour 30 ans, vraiment, papa, laisse-moi ici. Je préfère souffrir étant ici. Mais je vous assure, Dieu m'a enlevé la notion du temps. Et quand je quitte le Cameroun pour la France, je n'avais pas la notion du temps. J'avais voyagé avec une petite valisette en short, j'avais le short, une culotte. Il faisait froid. Je n'ai même pas pensé. C'est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle que je me rends compte que nous sommes là en plein hiver. Je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas vu 30 ans passer. Alors aujourd'hui, quand je regarde le Cameroun et je vois ceux-là qui me traitaient hier d'affamé, de gris, de quelqu'un qui n'a rien à faire parce que j'ai dénoncé ce que a été victime ma fille Orphée. Notre fille Orphée, notre nièce Orphée, je dénonce ça, ces comportements depuis plus de 30 ans. Cela me traitait d'aigri. Ce sont les mêmes ministres qui sortent aujourd'hui, nous racontent qu'il n'y a pas de route. Il s'appelle Bargangele. Ce sont les mêmes qui me condamnaient hier. Ce sont les mêmes qui m'insultaient hier. Alors quand je regarde ce qui se passe au Cameroun, je dis que le Seigneur est merveilleux. La victoire est là. Nous sommes des vainqueurs. Dieu nous a accompagnés jusqu'à la victoire. Alors, toutes celles de ceux qui ont contribué à tuer les enfants comme Orphée vont répondre au moment venu. Je suis en train de voir la justice populaire se manifester. Je suis en train de voir les vrais magistrats du Cameroun dire le droit devant les caméras et que les parents de Orphée se réjouissent de voir enfin la vérité. Donc, je suis fier et je ne regarde pas le temps. Parce que c'est déjà là. 30 ans, peut-être devant Dieu, c'est 30 secondes. 30 ans devant Dieu, peut-être c'est 30 mois, c'est 30 jours, c'est 30 semaines, c'est 30 minutes, c'est 30 heures. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu 30 ans passer. C'est pour ça que je me réjouis du changement qui s'annonce au Cameroun et qui se fera. Alors, toutes celles de ceux qui ont contribué à tuer des enfants, à abuser, à détruire l'avenir des enfants, comme ils l'ont fait pour Franck Rudy, vous vous souvenez de Franck Rudy? Ce petit qui était dans un centre de loisirs, en train de s'amuser, comme vous voyez sur cette photo, avec ses camarades, s'est retrouvé mort, violé, abusé, mort. Enquête classée sans suite, tout de suite. L'enquête est classée sans suite, on n'a plus jamais parlé. J'étais l'un des seuls qui parlait de ça ici, avec le docteur David Teboutou. On n'en parle plus, on ne sait pas ce que c'est devenu. Mais moi, je n'ai pas un problème parce que il y a quelques Camerounaises et Camerounais, comme moi-même, qui ont des dossiers et qui ont décidé de faire ce que je vous dis tous les jours. Devenez des archivistes. Conservez. Gardez les plaintes. Toute personne, de près ou de loin, ayant vu l'enquête de Franck Rudy passer, nous dira ce qu'il a fait. Jusqu'au juge, jusqu'au président du tribunal, jusqu'au gouverneur, jusqu'au préfet ou sous-préfet. Toute personne. C'est la même chose qui s'est passée avec la petite, les jumelles Epagna. Vous vous souvenez des jumelles Epagna? Ces enfants qui ont été violés, abusés. C'est le même mode d'opération. J'étais dans l'eau. La petite Orphée, comme vous allez écouter, a été retrouvée dans l'eau. Les jumelles Epagna jetées dans la piscine. Aujourd'hui, j'en ai eu la confirmation. Parce que de visu, j'ai constaté le viol de mes deux filles. Mes enfants ont été violées, toutes les deux, par la voie anale. Elles ont été sodomisées. Enquête classée sans suite, jusqu'à ce que le Cameroun change. Parce que toutes celles de ceux qui ont contribué de façon directe ou indirecte à mener cette enquête, nous dirons qu'est-ce que cette enquête est devenue. Et rassurez-vous, ces personnes vont répondre devant la justice. Quoi que fassent, ils vont répondre. Ça a été le même cas avec la petite Ngafi. Ngafi, c'était un bébé aussi, violé. Poignardé dans le cœur. Violé et poignardé dans le cœur. Violé et poignardé dans le cœur.
Tuer les enfants est devenu un sport national au Cameroun. Tuer les femmes et les enfants, c'est devenu un sport national. La petite fille a été violée et poignardée. Non seulement elle a été violée, elle a été assassinée. Vous avez également les enfants, les bébés de Konsamba. Les bébés de Konsamba qui ont été également tués, violés et assassinés. Tués, violés, assassinés par un certain Joël Tankou, par un certain Joël Tankwa, qui avait d'ailleurs été condamné à la peine capitale par fusillade par le tribunal de première instance de Konsamba. C'était là un mercredi 17 mai 2023. Il avait été condamné également à payer 92 millions de francs CFA, reconnu coupable d'avoir commis un viol anal sur des enfants âgés de 7 mois et 6 ans en 2018. Le bébé Moyopa Tana Kirian Gloria et Mbianda Estrémanuel avait été retrouvé mort le 10 mars 2018 après avoir été sodomisé par Joël Tankwa, le cousin de leur papa, plusieurs heures auparavant. Le crime a eu lieu au domicile familial en Konsamba. Les parents des deux enfants s'étaient rendus à une veillée. Ils ont laissé le monsieur à la maison avec des enfants. Oui, monsieur, il a violé les enfants, il les a tués. C'est devenu un sport national dans notre pays. Et on regarde ça, c'est comme si derrière ne s'était passé. On regarde, on continue. En attendant que cela vous arrive, et je vous le dis tous les jours, quand quelque chose se passe à côté de vous, vous ne faites rien, vous êtes une victime en sursis. On regarde ça, on observe, on dit voilà, bon, non, ce n'était pas moi, jusqu'au jour où ça vous arrive, je vous assure, il n'y a rien de bon qui nous soit arrivé comme le règne de M. Biya. Ça a été une très bonne école, le règne de la médiocrité. Vous n'aurez plus jamais de toute votre existence un tel cours gratuit de la médiocrité sur toute la terre, sans avoir été à l'école. L'apprentissage par observation. Tu es pour rien. Tu es pour le plaisir sexuel. Tu es pour le satanisme. Tu es pour l'argent. Tu es pour le pouvoir. Tu es pour la fonction. Tu es pour le grade. Tu es pour rien parce qu'on meurt demain. Ils ont tué, détruit les vies des enfants. Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus après avoir posé tous ces actes? Tuer leurs femmes, tuer les enfants, tuer les filles, tuer les épouses, détruire les vies de leurs fils et filles. Que sont-ils devenus par la suite? Martin Belenga Ibutu est mort. Foumanakam est mort. D'autres sont morts vivants. Parce qu'ils sont en train de voir leurs enfants heureux comme les mauvais esprits. Ça se voit devant vous. Demain matin, vous allez apprendre que le comportement de Brenda Biya a été comme ça, par d'un viol familial un jour. Vous allez apprendre ça. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que des crimes sexuels sur les bébés, des magistrats, ils passent dessus, ça devient normal. Vous ne pouvez pas m'expliquer que l'enfant d'un chef d'État, en plein jour, devient la promotrice, de sodomifiants, de l'alcoolisme, de la drogue, de la prostitution. C'est devenu normal. Vous ne pouvez, comment expliquez-vous que des ministres soient des criminels de leurs propres épouses, des tueurs de leurs propres enfants? Et c'est normal dans un pays comme le Cameroun. Personne ne fait rien. On observe ça, on a l'impression que ça se passe, des histoires qui se passaient à l'époque, je ne sais même pas quelle époque puisse mettre dans la carte de ma mémoire pour me remémorer que non, les choses comme ça se passaient à l'époque. Non mais, et si bien même ça se passait, c'est condamnable. Pourquoi ça se passe encore aujourd'hui? Pourquoi nous n'apprenons rien? Nous n'apprenons rien. À l'instant où je vous parle là, avant la fin de ce mois, vous allez encore apprendre qu'un enfant a été tué quelque part par un individu qui l'a violé, qui l'a sodomisé, pour après se retrouver en prison ou je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre ce comportement. D'où vient-il et pour quelle raison? Puisque ceux qui les ont fait avant, vous, sont morts certains. Mais vous refaites les mêmes choses, pour quelle raison? Je voudrais ici vous parler donc de l'affaire de la jeune. Je sais bien, un grand mot, jeune. Jeune. On est jeune, d'un bébé, orphelin, jeune, Bisso Solo, a été assassiné. Je voudrais que chacun d'entre vous, parce que je ne peux pas mieux raconter cette histoire que ceux qui étaient, ceux qui ont eu la volonté de parler devant les caméras. Je vous invite d'écouter attentivement cette histoire. Écoutez et regardez. Dans la cour de son ancienne maison, Émile refait le film de la disparition de sa fille Orphée. C'était le 29 août, aux alentours de 12h40, je reçois un coup de fil d'un ami qui me rappelle qu'on a un rendez-vous. Ma femme est à la maison, est dans la chambre avec le nouveau-né et notre fille était dans le salon avec ses cousins. Et donc c'est quand je quitte dans la maison pour aller au restaurant que
un de mes neveux va la voir pour lui demander où était ma fille. Les recherches s'organisent et on ne la retrouve pas. C'est dans le sous-sol de ce bâtiment en construction que le corps sans vie de la petite Orphée a été découvert par la voisine. Au retour donc du marché, je me suis assise là sur mon petit canapé pour souffler parce que là-bas au marché, il y a la boue. Prends dans le seau, comme il y a le sous-sol. Je dis que je pars donc prendre l'eau pour laver mes pieds. C'est là que je vois les petits barbouches, je crois que c'était orange. Je vois un vêtement qui nageait, la chevelure. Je plonge par instinct, je plonge. J'ai porté l'enfant, je croyais qu'elle était encore vivante. Sur le coup, la thèse d'une possible noyade est évoquée. Malheureusement, les résultats de l'autopsie sont insupportables. Famille est sous le choc, leur petit bébé a été violé. Dans les descriptions, on parle de béance anale, béance vaginale et de traces d'asphyxie. Donc elle a manqué d'air. Vu qu'on n'a pas été ligoté, donc c'est en la maintenant, on a dû mettre la main sur la bouche pour l'empêcher de crier. L'affaire avance à pas de tortue devant les juridictions camerounaises. Jusqu'ici, aucun suspect n'a été interpellé. 3 mois après les faits, la famille d'Orphée réclame justice. On a jusqu'à présent interpellé personne dans le cadre de cette enquête. Et ça nous révolte. D'autres enquêtes récentes, et on a vu les résultats arriver tout de suite. On se pose quand même les questions sur ce que font les enquêteurs, quoi. Nous demandons que justice soit rendue pour nous, la famille, pour la mémoire de notre enfant et surtout pour protéger les autres enfants qui sont encore vivants. Pour accompagner cette famille dans la quête de la vérité, sur les réseaux sociaux, un hashtag Justice pour Orphée fait le tour dans l'espoir de faire bouger les lignes et permettre enfin aux parents de faire définitivement le deuil de la petite Orphée. Assassinée le 29 août au quartier Bonapriso à Douala, Orphée a été inhumée le 15 septembre 2024 au village Omessa, au moment où les enfants de son âge étaient sur le chemin de l'école. Elle avait seulement 5 ans. Comment ça se passe avec son petit frère? On m'avait dit qu'elle était très maternelle, que voilà, elle était tout le temps un peu son. Comment ça se passe avec lui? Comment il vit ça? Bon, moi, je ne sais pas. Moi, en tant que parent, j'ai fait ce que je jugeais nécessaire au village, c'est-à-dire que comme il ne faisait que demander après elle et qu'elle était à la morgue, je lui disais qu'elle est au ciel et tout. Donc, quand on a arrivé, quel âge? Il a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Il a presque 3 ans, il est né en février. Quand on est arrivé au village avec le cercueil de sa soeur, quand on a ouvert, je l'ai porté, je lui ai montré, je lui ai dit que tu as vu Orphée. Orphée que tu demandes, là voilà. Il me dit oui papa, j'ai vu Orphée. Orphée dort. Je lui dis oui, elle dort. On va se réveiller auprès de Dieu et tout. Donc après l'enterrement aussi, le lendemain, je l'ai amené à la tombe et je lui ai parlé. Je lui ai dit que voilà la maison, désormais la maison de Orphée. On viendra lui rendre visite régulièrement et tout. Elle est là, elle est au ciel, elle nous regarde et tout ça. Après ça, il n'a plus trop demandé quoi. Il n'a plus trop demandé, mais ça lui arrive souvent. L'autre jour, je lui ai demandé ce qu'il a fait. Il m'a dit qu'il a joué, il joue à cache-cache avec Orphée parce qu'ils avaient l'habitude de jouer à cache-cache. Oui. Peut-être qu'il s'est dit qu'un jour, le jeu s'arrêtera et qu'elle sortira enfin de sa cachette, mais c'est ça la partie la plus compliquée, quoi. C'est-à-dire que quand il se met à réclamer sa sœur, à demander sa sœur, c'était un modèle de grande sœur. C'était vraiment un modèle de grande sœur, une fille très attentionnée, au point où quand on servait la nourriture, un enfant de 5 ans, elle portait sa nourriture, elle venait laisser la nourriture de son petit frère, elle partait chercher les chaises et les couverts, elle lui disait mange et tout. Après, elle débarrassait, toujours à l'écoute des besoins de son frère. Et à un moment, je trouvais même le petit, lui, il en abusait un peu, mais elle le faisait tellement avec joie et bon cœur. Si elle avait un jouet ou si elle avait la nourriture et qu'il disait qu'il voulait, elle lui donnait sans réginer. C'était un peu ça, quoi. Et aujourd'hui, je ne sais pas réellement comment elle vit ça, parce que c'est un enfant et je ne suis pas spécialiste aussi. Oui. Je ne sais pas comment il vit ça intérieurement, mais quand il pose la question, on essaye de lui répondre, quoi, sans être brutal.
Et pourquoi vous n'avez pas... Je pense que c'est le plus compliqué, c'est quand il va grandir et qu'il apprendra réellement ce qui s'est passé. Et voilà, à ce moment-là, je n'appréhende pas vraiment ce que je pourrais lui dire. Bien. Là, vous avez écouté les différents témoignages des personnes qui ont plus ou moins vécu cette situation, ce crime, de près ou de loin. Je voudrais d'abord ici remercier toutes celles et ceux qui se mobilisent depuis un moment pour que les criminels, les assassins de la jeune, du bébé Orphée, appelons-la comme ça parce qu'elle n'était pas juste, c'était un bébé. Pour toutes celles de ceux qui se mobilisent afin que les assassins du bébé Orphée soient retrouvés, condamnés, arrêtés, jugés et condamnés. Que ces gens-là soient arrêtés, jugés et condamnés. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre mobilisation. Vous n'êtes pas nombreuses et nombreux. Nous connaissons, nous regardons toutes celles de ceux qui publient pour dénoncer. Je voudrais ici vous dire, de Douala à Yaoundé, en passant par la diaspora, merci à toutes celles de ceux qui se sont mobilisés pour cette affaire. Je peux vous dire ici et aujourd'hui, notez la date de ce jour, la publication de cette vidéo, que je vous le dis aujourd'hui, justice sera faite pour la petite Orphée. C'est moi qui vous dis ça. Moi, Nouma Patrice Freeman. Je dis, justice se fera pour bébé Orphée. Justice se fera tôt ou tard et que toute personne, de près ou de loin, ayant contribué à l'assassinat de cet enfant sera jugé de près ou de loin. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous serez jugé. Ça, je ne demande pas votre avis, je vous dis ce qui va se faire. Je voudrais ici attirer l'attention de monsieur Tchadé, Lucas Louis Gérard, l'oncle de cet enfant. On vous soupçonne de par vos comportements et de par votre attitude. Vous vous êtes allé collecter de l'argent auprès des personnes en vous passant pour le père, alors que le père même vous a fait comprendre à tout le monde qu'il ne voudrait pas que les gens aillent mendier à gauche à droite au nom de son enfant. Vous vous êtes passé pour le père de l'enfant. Alors que jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas encore à déterminer les circonstances du crime qui ont ôté la vie à cet enfant. Mais vous, tout ce qui vous a intéressé, c'était d'aller prendre de l'argent en vous passant pour le papa. Vous avez eu une promotion. Qui nous dit que ce n'est pas vous qui avez tué cet enfant? Je pose des questions. Hein? Parce que chaque comportement peut entraîner une suspicion à votre endroit, à l'endroit de tout le monde, y compris moi qui suis ici aux États-Unis. Tout comportement peut entraîner des interrogations. Qui vous dit que ce n'est pas monsieur Lucas Tchadé, Lucas Louis Gérard? Vous êtes soupçonné de par vos comportements. Bon, on a vu que vous avez été promu. Qui vous a dit ici que ce n'était pas aussi, des conditions à remplir, aller tuer votre nièce et être promu? Je ne dis pas que vous avez tué. Je dis, qui vous a dit que ce n'est pas vous? Et que ce n'était pas les conditions. C'est votre comportement prêt à confusion pendant qu'on pleure l'enfant. Vous n'êtes pas là pour pleurer l'enfant qui est porté disparu, tué, prouvé que on découvre que l'enfant a été assassiné, violé. Le certificat médical décrit la situation. Mais vous courez au quartier, collectez l'argent un peu partout, et vous êtes chez vous, vous dormez, et on constate que vous avez quand même des promotions. Ça peut être une promotion normale, donc admirant. Ça nécessite donc que les enquêteurs fassent de... Tout le monde doit être suspect. Même les parents, même le père de cet enfant doit être suspecté. Maintenant, c'est l'enquête et les faits, l'emploi du temps de chacun qui vont déterminer que chaque fois qu'on finit avec un dossier de non, toi tu es mis de côté, tu es hors course. Parce que ton programme, tu nous as dit que tu étais là à la maison à telle heure, tu as quitté la maison à telle heure, tu es parti de chez toi pour tel rendez-vous. Là-bas, tu étais à ce rendez-vous-là, ça a mis tel nombre de temps. Tel pour le justifier, la personne qui était là pour le justifier. Après avoir interrogé les téléphones, les circonstances, vos propos, le témoignage de ce qu'on appelle l'enquête de voisinage, on peut vous mettre hors liste. Même celle qui dit avoir trouvé, qui témoigne dans ces vidéos, avoir retrouvé le corps de l'enfant. Rien ne nous explique que ce n'est pas elle. Elle peut être qu'elle est arrivée là au bon moment, trouver le corps de l'enfant, c'est vrai. Mais on doit toujours se poser la question. Et si c'était elle, on enquête. C'est le travail des enquêteurs. Nous autres, nous avons tout simplement offusqué, énervé. Nos questions doivent trouver
au bout des réponses. Est-ce que ce n'est pas celle qui a trouvé l'enfant qui est responsable de son assassinat? Non, ce n'est pas elle parce que à l'heure où elle a trouvé l'enfant, elle était ici, elle était là, elle sortait du marché, elle sortait d'une course, elle est arrivée, elle est allée chercher l'eau, ainsi de suite, ainsi de suite. On essaie un peu de regarder par rapport à ce qu'elle dit, par rapport au témoignage, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On la met hors liste. Est-ce que ce n'est pas la bailleresse et son enfant? Oui, monsieur, est-ce que ce n'est pas la bailleresse et son enfant? Madame Mireille Jumeau, on peut poser des questions. Toutes ces questions-là doivent être... On doit interroger toutes ces questions. Alors, ce sont les avocats, ce sont les enquêteurs, ce sont les juges, ce sont les parents. Tout le monde doit s'interroger. Mais l'unique personne qui doit répondre à toutes ces questions, c'est l'enquêteur qui doit donner ses conclusions au juge. Et si le juge n'est pas convaincu, ou le président du tribunal n'est pas convaincu, il doit remettre l'enquête à un juge d'instruction qui doit tout recommencer à zéro. Toutes les personnes sont concernées et suspectées. Toutes les personnes. De la mère au père, passant par les voisins, les voisines, passant par les bailleurs, les bailleresses, passant par les enfants de la bailleresse. Tout le monde, y compris le policier, monsieur, l'oncle de cet enfant, monsieur Tadé, Lucas, lui, Gérard, il est suspecté. C'est pas parce qu'on est policier qu'on n'est pas, on va se dire que non, il n'était pas là, il n'était pas là. Non, il peut avoir été là, à tenter comme ça, ou alors on peut même avoir appelé le père au téléphone pour faire sortir le père de la maison. Le père sort de la maison parce que quelqu'un était planqué là en train de regarder les mouvements de l'enfant. Tout de suite, dès que le père sort, on détruit l'enfant. On tue l'enfant. Ça peut aussi être le père qui était là, après avoir commis son forfait, à insinuer, à organiser un déplacement pour que ça reste se faire derrière lui. Ça me rappelle l'assassinat qui a eu lieu chez Ferdinand Ngongo. Le Ferdinand Ngongo et son épouse ont liquidé un enfant chez eux. L'enfant est mort. Il avait entre 20 et 24 ans. L'enfant de leur cuisinier. Vous voyez en photo là. Ils l'ont liquidé. Ils l'ont laissé jeter dans la piscine chez eux. Ils sont sortis avec tout le monde. Ils sont partis. Pour que le corps soit retrouvé derrière après eux. Comme si c'était quelque chose de découvert. Alors, s'ils ne sont pas concernés, où en est l'enquête de cet enfant? Cet enfant qui a été retrouvé mort chez Ngongo. Où est l'enquête? Ngongo l'a tué avec son épouse. Ils l'ont tué dans la maison. Après l'avoir abusé, et ils sont partis pour que le corps reste être retrouvé derrière. Je ne dis pas que c'est le cas du père d'Orphée. Je dis que le scénario interroge question. Le père peut avoir tué son enfant lui-même, ce qui n'est pas impossible. Organiser une sortie, et quand le recherche là-bas, on dit non, non, l'enfant a été, n'est-ce pas? Le père peut être réellement sorti de chez lui pour aller faire une course, et qu'on a tué son enfant derrière lui. Toutes ces questions méritent d'être posées et la seule et unique personne capable de donner réponse s'appelle l'enquêteur, le juge. Ce n'est pas le président du tribunal. Le juge d'instruction ou le procureur, après avoir ordonné l'enquête, essaye un peu de prendre tout. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais il faut que justice soit faite et dite au nom de la petite, du bébé Orphée. On ne peut pas continuer de tuer les gens comme ça et puis c'est normal. Et puis quoi encore? Après ça, après Orphée, après Franck Rudy, après les bébés de Komsamba, après les jumelles et Pagna, après, mais ça va, c'est devenu normal. On tue les enfants dans la fondation Chantal Biya Yaoundé. C'est normal. Vous avez donc vu la professionnelle de ces crimes-là, ce qui lui a été réservé. Elle s'appelait Abi Soubidou. C'est elle qui enlevait le bébé à la fondation Chantal Biya pour qu'ils aillent être consommés. Quand vous les entendez dans leur réseau dire le petit déjeuner a été pris ce matin avec les cerveaux de veau. Ce sont des bébés. Les cerveaux de veau, ce sont les cerveaux des enfants. Vous connaissez ce qu'on appelle la grénochrome. La grénochrome, c'est le sang qu'on prélève sur les enfants. Bébés, des adolescents, on les tabasse violemment. Quand ils crient, on prélève le sang. C'est ce sang-là qu'on injecte donc sur les personnes. C'est ça qu'on appelle la grénochrome. Est-ce que ces gens-là ne meurent pas? Ils meurent un jour, n'est-ce pas? Très bien, mais pourquoi le faire? Ce n'est pas la bêtise, c'est parce que leur Dieu n'est pas notre Dieu. Ils servent d'autres esprits, pas l'esprit divin, pas Ntizama, pas Zamba, non, pas God, pas Job, pas Allah, pas Nini, non. Ils servent des esprits maléfiques qui se nourrissent du sang des enfants, de la chair humaine et des vies humaines. Et ils finissent eux-mêmes par mourir demain. Nous allons mettre fin à ces comportements au Cameroun. Nous allons mettre fin à ces comportements où les enfants sont maintenant privés de l'adolescence, privés des joies de l'enfance, privés de l'innocence, de vivre. Les enfants ne peuvent plus jouer dehors. Maintenant, pour qu'un enfant joue dehors, il faut que la maman attache une corde sur son propre pied à elle et sur le pied de l'enfant. Même si la corde doit être de 15 mètres. Dès qu'elle sent que la corde, il n'y a plus personne, il faut qu'elle sorte tout de suite. Pourquoi? Parce que les femmes d'Ongo
les Grégoire Ouna, les Margombois volent les enfants au Cameroun. Ces comportements-là ne peuvent être régulés qu'accompagnés par les autorités de la République. Vous vous souvenez d'un jeune qui avait été arrêté à Douala? Parce que moi, je n'oublie rien. Je suis l'un des plus grands archivistes de la République du Cameroun après l'État. Je suis 5e ex-aequo. Vous vous souvenez de cet enfant-ci qui avait été arrêté? Cet enfant-là. Le ventre est suffisant. Autant que tu faisais petit pour voir la presse. Le temps était fou. That's the story. That's Et tu voulais partir où avec les 3 enfants là? Avec les résidences. Il y a des enfants comme ça. L'hôtel de vie là. Là-bas où tu voulais partir avec les enfants là, pour faire quoi? 1400 c'est 1400 qui t'a envoyé. Si 1400, écoute. C'est mon direction là-bas. C'est 1400 qui t'a envoyé. C'est mon direction là-bas. Tu m'as dit de prendre là-bas. Tu suis du travail. Parce que moi je suis du travail avec mes enfants. Tu peux dire aux policiers que c'est 1400 qui t'a envoyé. Tu travailles avec 1400. Tu travailles avec 1400. I don't sit down and defend it. Why see it take the way? This is my camp reaction, my position. But then before my position, c'est le code d'un commissaire de police. Tu travailles avec le commissaire avec 1400. C'est ton patron. C'est lui qui t'envoie brûler les enfants. C'est 1400 qui t'envoie brûler les enfants. Ah ça non, la 1400 non c'est yes. Alors il vit quand même sur la 1400 non c'est non, s'il vient c'est que je l'ai pas dit. S'il vient, s'il présente, nous on va voir plus tard. Yes. Donc you say na 1400 don't send you. Yes. Un commissaire de police. Tu nous dis que c'est un commissaire de police qui t'a envoyé 1400. Avec tout le confiance. Des deux non. Commissaire du 9e. Alors dans des pas dans le 9e. Yes. Nous voulons avoir dedans pour la salle de la salon pour camper. Nous avons ça. Bien, cet enfant qu'on a arrêté là, vous comprenez ce qu'il dit. Si vous n'avez pas bien compris parce que le son est un peu compliqué, il avait été arrêté parce qu'il volait des bébés, il kidnappait les bébés pour aller revendre ces bébés à Yaoundé. Mais le plus important dans le propos de ce monsieur, il dit qu'il était en complicité avec un commissaire. Et il donne le nom du commissaire en question. Vous comprenez la situation, n'est-ce pas? Il n'est pas le premier. Souvenez-vous de celui qui abusait sexuellement des enfants. Et que les gendarmes sont allés, partant d'un téléphone qui a été volé, les gendarmes ont fait une descente là-bas chez lui. Là-bas, on trouve que le gars vivait dans une saleté indescriptible. Mais là-bas, les condoms utilisés étaient comme si c'était des tapis. Partout, traînaient partout. Imaginez des maladies, des infections. Mais pendant que les gendarmes sont en train de perquisitionner, ils ont arrêté le concerné. Le concerné passe un coup de fil. Et un appel vient de Yaoundé, demandant la libération de ce monsieur qu'on a arrêté, qui violait les enfants. On demande qu'il faut le libérer. Les faits auraient pu sembler banals, comme une simple affaire de vol de portable qui va se retrouver au marché PK14. Celle que nous appellerons Céline se fera dérober son téléphone portable par un jeune homme que nous nommerons Mickaël lors d'une séance de travail toute particulière. Contactée par un anonyme, Céline se rendra au lieu dit PK14 pour rentrer en possession de son dû, sans se douter qu'il s'agit en fait d'un guet-apens. Une fois sur les lieux,
Céline et son accompagnateur vont être pris à partie par les populations qui contacteront le commissariat du 13e arrondissement, proche des lieux, diligenté par le commissaire Owona Patrick. Tout part d'une altercation au niveau du marché PK14 avec 3 jeunes enfants, 3 jeunes hommes qui, dans leur altercation, vont attirer l'attention des populations. C'est ainsi qu'ils vont se retrouver au niveau du commissariat et nous allons très rapidement comprendre le différend qui les oppose. Il s'agit de Michael, âgé de 16 ans, qui présentait non seulement des douleurs, mais aussi une rectoragie, c'est-à-dire qu'une saignée au niveau de l'anus. En d'autres termes, l'adolescent se serait fait abuser sexuellement et sodomiser. Céline passera aux aveux et donnera à l'officier de police, Joseph Boukoudaï, et à l'enquêteur en charge de l'affaire le lieu exact où se sont déroulés les faits. Immédiatement, les éléments du commissariat du 13e arrondissement se mettent en branle. Direction le quartier Ange Raphaël dans le 5e arrondissement. Ce serait dans cet immeuble que Michael aurait subi toutes sortes d'attouchements. À l'arrivée du commissaire et de ses éléments, un étrange jeu va se jouer sous nos yeux et hors caméra. Franck, le présumé coupable, ayant eu connaissance de la présence de la police sur le pas de sa porte, fera jouer ses contacts et le commissaire Owona recevra un appel directement en provenance de Yaoundé, lui interdisant de mener une quelconque perquisition en ce lieu. Cependant, quelques minutes plus tard, le procureur près du tribunal de Ndokoti délivrera aux équipes un mandat de perquisition. Après avoir enfoncé la porte, à l'intérieur, c'est un domicile a priori normal. Sauf que le gros des scènes se tournait dans les chambres. Une fois dans ces dernières et après fouille, la police découvrira une cargaison entière de lubrifiants. Michael reconnaît les lieux. J'étais ici à 14, mes amis sont venus me prendre qu'on aille chez leur grand qu'on appelle Franck, qui vend les habits. Nous sommes arrivés là-bas vendredi soir. Samedi, Franck est venu me voir, me proposer une somme de 50 000 que je couche avec lui. J'ai donc refusé. Dimanche est passé, comme il ne pouvait pas fuir, il nous a enfermés dans la porte, il est parti avec les clés. C'est ici qu'il m'a amené pour me proposer 50 000 pour coucher avec moi et puis il a refusé. Il nous raconte avec plus de détails les conditions dans lesquelles il a été séquestré ici. Et le lundi matin, c'est dans cette chambre. Et sur ce lit, qu'il est donc venu avec 3 gaillards, ils m'ont arrêté de force. Et vu lui-même, Franck m'a pénétré mon anus. C'est sur ce lit que tout s'est passé. Il criait, Zamboito au salon, il comprenait, mais il n'est pas venu, rien. Quand il a fini de faire, je suis sorti, il a trouvé Zambo au salon, lui il était sur en train de rire, se moquer de moi, bon, il connaissait là tout ce qui devait se passer. C'est ça qu'il a utilisé. Oui. Michael ne serait pas la seule victime de ce présumé pédophile proxénète. D'autres jeunes auraient déjà subi le même traitement par l'entremise de ce fameux Zambo. C'est des 14, c'est Zambo qui vient les prendre là-bas pour venir ici avec eux. C'est vrai que j'ai amené les enfants pour se faire sodomiser. Mon point de vue, c'était pas amener mon ami pour qu'il se fasse sodomiser. C'était pour qu'on travaille ensemble. Tout se passait bien, il était calme. Moi, je pensais que c'était fini. Maintenant, il me rappelle encore. Il me pose la même question. Maintenant, il parle de 50 000. C'est là que nous avons cédé. Oui, le monsieur en question, je suis arrivé, nous avons commencé à vendre. Il m'a appelé dans sa chambre. Il m'a proposé 50 000. Comme j'étais aussi en besoin, j'avais aussi besoin. Je voulais faire plein de trucs. J'ai dû accepter. Un véritable réseau qui a des tentacules dans une bonne partie de la ville de Douala. À l'intérieur du domicile, des puces de téléphone sont découvertes. Après exploitation, ces puces révéleront des photos nues de jeunes filles, probablement des marchandises pour d'éventuels acheteurs. Nous avons une multitude de plaintes. Les victimes disent d'ailleurs qu'il y a une vingtaine d'enfants au niveau de Ndokoti qui ont été victimes des mêmes sévices. Et continuons à attendre les plaintes et aussi à interpeller les différentes victimes et les suspects.
Pour Céline qui vit ici avec Franck, après avoir fugué de la maison parentale, c'est une découverte. Dieu seul sait ce qui lui passe par la tête lorsqu'elle nous explique les faits avec toute la légèreté du monde. Moi-même, je dormais parfois ici, mais quand il dort ici, c'était seul. Je dormais toujours ici seul, il n'y avait personne. Dans l'autre chambre, quand il dormait là-bas, il dormait avec Franck. Mais après un temps, là, il m'a dit que non, qu'il ne veut plus que je dorme avec lui, qu'il veut dormir seul. Il maltraitait franchement les enfants des gens. Le pédophile proxénète et ses complices, eux, sont aux mains des forces de maintien de l'ordre. Et les enquêtes suivent leur cours dans ce qui ressemble étrangement à un immense réseau de commerce des filles de joie. Bien, voilà. Il fallait le libérer. Heureusement qu'un juge a demandé aux gendarmes de continuer leur enquête. Je ne sais pas quel est le nom de ce juge-là. Il va falloir qu'on le retrouve pour lui dire merci. Parce que c'est le juge comme ça que nous avons besoin pour le Cameroun de demain. Il va bien falloir un jour qu'on retrouve celui qui avait instruit qu'on libère ce monsieur. Bien évidemment, je ne saurais pas vous dire aujourd'hui si l'individu a été jeté en prison ou n'avait pas, ou est toujours en prison. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine parce que j'aime voir aussi vos figures comme lui veut voir mon figure. Donc, les gars, j'ai voulu partager avec vous cette publication. Soyez vigilants. Le crime au Cameroun n'est plus que ce soit des bandits qui sont venus voler à la maison. De peur d'être arrêtés, ils ont tué des personnes. Non. Les crimes aujourd'hui se commettent en famille. Si ce n'est pas la femme, comme celle-ci, qui avait voulu tuer son mari, elle a empoisonné accidentellement, tous ses enfants sont morts. Je ne sais pas s'il est toujours en prison. Son mari, c'est un avocat. Si ce n'est pas la femme qui a voulu tuer son mari, c'est la femme qui tue, c'est le mari qui tue sa femme. Ce sont les enfants qui tuent le père. Comme le jeune que vous avez vu tout récemment qui a tué son papa. Ce sont les enfants qui tuent leur maman. Comme le jeune que vous avez vu tout récemment qui a tué sa mère journaliste découpée, jetée dans un sac. Qu'est-ce que c'est que ce pays où il est très facile de tuer un être humain? Rien ne se passe. C'est devenu normal. Et il faut qu'on continue avec le même système. Où les gens vous disent que non, un père de 115 ans, appelé Biya, doit encore se représenter alors qu'il n'est même pas capable de s'occuper de sa propre fille, de ses propres enfants. Il faut qu'on laisse ça et que ça continue ici, over and over. Aujourd'hui, une femme qui accouche son enfant, porte son enfant, elle n'est même pas sûre qu'en allant à l'hôpital accoucher, elle va rentrer à la maison avec son enfant. À l'hôpital, on vole l'enfant et c'est Manaouda Malachi qui viendra légitimer le vol. On vole l'enfant à la Kintini, c'est Noël Somba qui va légitimer le vol de l'enfant. On ne sait plus qui est voleur, qui est tueur, qui est criminel. Parce que ce sont les membres du gouvernement qui sont les régulateurs. Ceux qui étaient capables, qui sont appelés. Ceux qui sont appelés à mettre de l'ordre dans une société sont ceux-là même qui commanditent les crimes, qui vendent les enfants, vendent les chairs humaines, vendent les cerveaux. Ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Celui-là qui doit accompagner les naissances des enfants, directeur général d'un hôpital, Noël Soma. Et comment voulez-vous que les enfants au quartier ne commettent pas des crimes? Parce que dans leur tête, c'est normal de tuer. Et rien n'arrivera. C'est normal. Et il ne vous arrivera rien. Yes, sir. Mais je voudrais vous dire ici, mes chers compatriotes, chaque chose a une fin. Aucune condition n'est éternelle. Aucune. Aucune condition n'est éternelle. Dans ce dossier de bébé Orphée, je veux appeler le colonel Bukele à Douala. Je veux appeler son adjoint. Je veux appeler les autorités judiciaires de Douala, le président du tribunal, le procureur, les magistrats en charge de cette affaire. S'il vous plaît, ne dites pas demain que vous n'étiez pas au courant. Je veux interpeller ici le gouverneur de la ville de Douala, que je connais comme quelqu'un qui a toujours fait son travail. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, mettez-vous à la place de cette mère. Mettez-vous à la place de ce père, parce que vous êtes un père d'enfant, je vous sais, sensible. Aidez-nous à faire justice pour la jeune Orphée. Vous êtes le président de la ville de Douala, représentant du président de la République. On n'a pas besoin de monter à Yaoundé pour aller chercher Biya. C'est vous le président de Douala. C'est vous qui représentez le président Biya à Douala. Aidez-nous à faire justice. Aidez-nous à traquer, comme vous le faites déjà, contre les microbes. Ce n'est pas facile, monsieur le gouverneur, mais faites-le. Monsieur Bukele, mon cher frère, on aura l'impression que j'ai après vous. Non,
c'est parce que nous sommes dépassés par des événements. Nous sommes dépassés. Et Sogo était à Douala. Il est parti. C'était déjà pire. Et Sogo est parti. Puisqu'on n'a pas tué à la racine ces comportements, les comportements comme ça perdurent. Monsieur Bikele, s'il vous plaît. Si Paul Biya vous appelle à prendre la retraite un jour, dites-lui que le dernier dossier que vous avez traité avec professionnalisme, c'est la recherche de l'enquête, de la vérité. De ceux-là qui ont ôté la vie au bébé orphelin. Faites justice. Dites le droit. Mettez tout votre talent de colonel, d'enquêteur au service de cette affaire, monsieur, mon frère Bikele. S'il vous plaît. Ne serait-ce qu'un seul procès. Une seule affaire. Une seule enquête. Mettez votre connaissance au service de cette cause. Parce que, en donnant justice à cet enfant, à ce bébé, vous avez démontré que on peut chercher tous les autres criminels. Vous avez démontré que les autres criminels ne seront pas cachés. À l'avenir, la Troisième République, aucun crime ne sera proscrit. Même s'il faut prendre 150 ans pour trouver un criminel, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais la vérité sera sûre. Moi, je compte sur vous. Mettez vos éléments au travail, mon colonel. Vraiment. Je sais que la retraite, si vous n'êtes pas prolongé, une fois de plus, la retraite c'est dans quelques mois. S'il vous plaît, si vous partez en retraite un jour, dites que vous êtes parti en ayant mené une enquête jusqu'à son terme. Arrêtez tout ce monde-là. Tout le monde, gardez tout le monde et que tout le monde soit entendu. Tant que les personnes ne sont pas arrêtées, les gens se sentent libres de continuer de tuer. Je sais que ce n'est pas facile quand les crimes sont, commandités par les personnalités. L'adjudant-chef à Handa, peut-être vous ne le connaissez pas, c'est lui en photo là. L'adjudant-chef à Handa était un gendarme chargé d'enquêter. Je suis d'ailleurs le seul qui parle de cette affaire ici depuis plusieurs décennies, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Chargé d'enquêter sur ceux qui avaient tué les 2 bébés que vous voyez là. Je vais mettre des photos dans ma page, dans notre groupe. Preuve par l'image. Mais je ne peux que vous montrer les pieds de ces enfants-là. Ce sont des bébés européens. Les organes prélevés, assassinés. À Handa, l'adjudant-chef qui avait mené une enquête exceptionnelle. Quand il devait donc aller donner des conclusions parce qu'il avait déjà su, il connaissait déjà les qui ont commandité et qui ont tué. Il a été assassiné dans son bureau par un autre gendarme. Yes, sir. Il a été assassiné dans son bureau par un autre gendarme à plusieurs balles, dans son propre bureau, par un autre gendarme. Enquête classée sans suite. Les bébés ont été tués. Le gendarme qui devait aider à la manifestation de la vérité a lui aussi été tué. Donc, monsieur Bikele, je sais que la mission que je vous demande est délicate. Mais c'est votre travail. Mourez pour une cause juste, pour une enquête vraie. C'est ce que vous avez choisi. Manifestez votre professionnalisme pour la manifestation de la vérité. C'est pour ça que nous sommes militaires. C'est pour ça que nous sommes soldats. Les juges qui condamnent, qui persécutent la mafia, là-bas en Italie, sont protégés parce qu'ils ont décidé de combattre le mal à la racine. Vous avez tous les éléments pour lutter contre le mal qui mine la ville de Douala. Le crime, la drogue, la violence, les assassinats, la corruption, le vol, les viols. Vous avez des enfants, monsieur Bikele, comme le gouverneur, comme le préfet, comme l'enquêteur, comme le colonel, votre adjoint. Vous avez tous des enfants. Vous avez des enfants avec vos épouses. Dites-vous un jour que vous ne serez plus aux affaires. Et s'il arrivait une telle situation à votre enfant, comment feriez-vous? Vous reviendrez encore en poste
pour masquer la vérité, vous aurez besoin de votre collègue pour la manifestation de la vérité, n'est-ce pas? Alors, manifestez la vérité pour la petite Orphée et pour tous les autres. Manifester, lutter, se battre. Pour la manifestation de la vérité, c'est se battre pour la manifestation de la vérité dans tout le Cameroun. Oui. Prochainement, dans la Troisième République, les enquêteurs seront primés pour leur travail. Ce ne serait plus pour la promotion par le sodomifiant, la nistocratie. Non, ce serait la promotion par le mérite. On sera le meilleur enquêteur de la ville de Douala. On sera le meilleur enquêteur de la ville de Yaoundé. On sera le meilleur juge, le meilleur président du tribunal, le meilleur procureur. Ça ne va plus être par la nistocratie, la sodomifiant, le qui connaît qui. Non. Par le travail, le professionnalisme. Personne ne sera plus inquiété au Cameroun pour avoir mené une enquête. Même si elle concerne la femme du président, vous la menez à son terme. No one is above the law. Personne n'est au-dessus de la loi. J'ai appris ça aux États-Unis. Et j'ai vu ça en France. Voilà un président français qui marche avec, dans son pied, un bracelet électronique parce qu'il était condamné. Alors, si vous vous inspirez de tout ce qui se passe ailleurs, mais inspirez-vous aussi de ça. C'est que tout le monde peut être condamné. Même ceux qui étaient déjà retraités. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Et je vous le dis ici tous les jours. Que la prochaine République nous réserve beaucoup de surprises. Regardez Sarkozy en France. Tous ses amis qui sont retraités depuis qu'il n'est plus au pouvoir sont rappelés à la barre. Et seront condamnés. Évitez que cela vous arrive, Bikini. Dites à vos enquêteurs. Dites à votre adjoint, faites justice au peuple camerounais. C'est pour ça que vous portez les galons. Le galon ne doit plus être un problème de prestige, un problème de qui connaît qui fait quoi à qui. Vous portez le galon parce que vous avez été au service du peuple et on vous reconnaît compétent. Ce n'est pas parce que vous avez fait 5 ans, 10 ans et on vous avance. Non, les notations. Les chefs doivent vous noter. Très bon élément, fidèle, discipliné, professionnel, très bon enquêteur, a permis d'aider. C'est grâce à lui que nous avons fait tant. C'est pour ça qu'on décore. On décore parce qu'il y a eu des événements qui permettent qu'on décore un élément. On peut même donner un grade à un élément par récompense. Il est entré dans l'armée en 2020 avec les autres. Il a posé un acte de bravoure. Le président de la République, très content, décide d'envoyer cet enfant en stage. Et quand il revient là-bas, il revient avec un grade au-dessus des autres. Pour motiver les enfants à bien travailler. C'est ça, la Troisième République, que j'aspire de tous mes voeux. Et c'est ce qui va arriver. La réussite dans notre pays ne se passera plus par la nistocratie, par le tribalisme, par la corruption. Elle se passera par le mérite, le professionnalisme, le savoir-faire. Elle ne se passera plus par l'équilibre régional, dans lequel on retrouve toute une ville de bêtis comme à Yaoundé occupant tous les postes, ou presque. La ville de Douala, les bêtis occupant tous les postes, ou presque. Mais le résultat, c'est que on tue nos enfants, 5 ans on enlève, 2 ans on enlève, 7 mois on enlève, 2 mois on viole, 3 mois on tue. On tue nos femmes, on tue nos enfants, on tue nos parents, alors que les gens aient porté des galons. On se lève le matin, on était commandant, on a porté lieutenant-colonel. On était capitaine, on a porté commandant. Sur quelle base? Alors que vous êtes dans des villes, donc le crime bat tous les records, mais vous portez des galons pendant que les parents pleurent. Ceux qui devaient vous permettre de porter les galons sont ceux-là qui pleurent sans résultat. Mais vous êtes content de porter les galons et être à des postes. Et on observe ça. On applaudit. Non. Ça ne va plus être pareil. Alors, M. Bikile, pour une fois, vraiment, en tant que collégion, je vous en supplie. Aidez-nous à faire justice pour la jeune parfaite. Faire justice pour elle, c'est aussi faire justice pour toutes les autres. Je suis convaincu qu'après le régime actuel, nous allons revenir sur tous les autres crimes. Comme je vous ai dit, le jeune Franck Rudy, non, on aura la tête de celui qui l'a assassiné.
Gavi, on aura la tête. Non, ça ne peut pas rester comme ça. Tous ceux qui ont tué, détruit des vies, qu'ils soient présidents de la République, qu'ils soient ministres, qu'ils soient épousés du président, que vous soyez à Guadalajara, à Kuala Lumpur, à Baden-Baden, à Mantum, on ira vous chercher. Vous savez de qui je tire cette volonté? C'est du peuple juif. Oui, monsieur, vous pouvez détester le peuple juif n'importe comment, mais souvenez-vous d'une chose, ce peuple-là, jusqu'à présent, continue de persécuter et de chercher et traduire en justice toute personne, tout État, toute société privée ou publique ayant contribué à la tentative d'extermination du peuple juif. Parce que le but d'Adolf Hitler, c'était d'exterminer le peuple juif. Il n'a pas pu le faire. Mais alors, les enfants qui sont nés des années après continuent aujourd'hui de chercher ceux qui ont tué leurs ancêtres, ceux qui ont voulu exterminer leur peuple. C'est ce que nous allons faire au Cameroun demain. Ceux qui ont tué notre peuple, ceux qui ont tué, ce que eux-mêmes ils appelaient à l'époque des maquisards, alors que c'était nos héros. Ceux qui ont contribué à ôter des vies aux enfants comme les jumelles Epagna, Franck Rudy, Orphée et tous les autres payeront le moment venu. La première structure à construire au Cameroun, quel que soit le président qui sera là-bas, ce sont d'abord les prisons. Et ces prisons-là seront payantes. Vous êtes en prison, vous payez d'être en prison. On ne va pas prendre l'argent du peuple camerounais pour nourrir des criminels et des bandits dans les prisons. La première structure qui doit être créée au Cameroun après le départ de Biya, ce sont des prisons. Et des prisons fédérales. Yes, on ne peut pas vivre dans une société où les citoyens camerounais et camerounais ne peuvent plus vivre en sécurité chez eux. Souvenez-vous qu'un consul au Cameroun, français, pour le citer, je n'ai jamais compris cette expression-là, on dit pour ne pas le citer, mais on le cite. Il faut qu'on m'explique un peu cette expression. On dit, bon, pour ne pas le citer, mais on le cite quand même. Alors, vous les intellectuels là, expliquez-moi ça en commentaire. Que veut dire cette expression quand on dit, bon, pour ne pas le citer, mais on le cite quand même. Alors, le consul de France au Cameroun, après l'assassinat d'un consul, ressortissant français, il fait un communiqué et il dit que, il attire l'attention de ses compatriotes. Il dit, sortez régulièrement avec un peu d'argent dans votre poche. Chaque fois que vous sortez, ne sortez pas avec beaucoup d'argent. Sortez avec un peu d'argent dans votre poche. Pas pour faire des courses. Mais cet argent-là sert que si vous êtes agressé, donnez l'argent à l'agresseur. C'est grave. Ce que dit ce consul, c'est le seul moyen pour protéger ses citoyens dans la ville de Douala. Et je ne mettrai pas un policier devant ou derrière chaque citoyen français qui vit ici ou qui travaille ici. Mais ce que je vous dis, c'est que marchez avec un peu d'argent dans votre poche. Que si vous êtes agressé, tout de suite, donnez l'argent à l'agresseur. Quand on a atteint ce niveau-là dans un pays, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État. Je reprends. Quand on atteint ce degré-là, dans un pays, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État, il faut tout recommencer à zéro. Celui qui vous parle, c'est un étranger chez nous qui ne se sent plus en sécurité. Et il a raison, il n'est pas en sécurité. Quel moyen va-t-il prendre? Que faut-il faire? Que devrait-il faire? Il dit, sortez régulièrement avec un peu d'argent dans votre poche. Si vous êtes agressé, de peur d'être assassiné, donnez à l'agresseur qui vous laisse la vie sauve. Et c'est passé comme ça, inaperçu. Atangadji n'a pas repris ça pour demander un conseil de sécurité, pour multiplier les sécurités dans la ville de Douala, pour que les citoyens soient en sécurité. Non, ce n'est pas ça le problème d'Atangadji. Ce n'est pas ça les responsables. Ce n'est pas le problème des responsables de sécurité. Non. Tout ce qui intéresse les responsables de sécurité chez nous, c'est vendre le pétrole, faire le trafic d'influence, gagner leur argent, se promener, raconter leur vie. C'est ça qui les intéresse, chercher le galon, porter général et rester là éternellement. Mais vous avez été colonel, patron d'un très bon service.
pendant des décennies, qu'avez-vous fait au point où on agresse les gens en route? On kidnappe et viole les enfants. Mais vous voulez encore rester là? Que feriez-vous que vous n'avez pas pu faire depuis 10, 15, 20 ans que vous êtes là? Si on vous donne général aujourd'hui, que feriez-vous que vous n'avez pas pu faire quand vous n'aviez pas le grade de général? Non, vous êtes des imposteurs tous et je vous demande d'être au travail. Si vous ne le faites pas, vous payerez le moment venu. Vous allez brûler les infrastructures au Cameroun, mais vous n'allez pas tout brûler. Vous allez brûler au Cameroun, mais vous ne brûlerez pas tout. Vous laissez courir des criminels, en même temps des magistrats, comme Gobikai, prennent un enfant de 17 ans, qui n'a rien fait, on jette en prison. Des fausses accusations, alors qu'il y a des cas graves, comme le cas de Orphée, tué, violé et assassiné. Il y a le cas de Franck Rudy, tué, violé et assassiné. De Jumel Epagna, tué, violé et assassiné. Mais vous ne vous posez pas de questions. Mais vous allez démontrer votre capacité à être des magistrats, des enquêteurs, en prenant des innocents. On prend comme ça. Pour des problèmes de famille, on passe sa toge, sa robe de magistrat, on jette un enfant en prison. Alors là où il faut mener l'enquête, on ne voit plus personne. Ça va s'arrêter. Alors, mesdames, messieurs, chers compatriotes, nous allons continuer les publications sur cette affaire. J'invite chacun d'entre vous à se mobiliser. L'enfant a déjà été enterré depuis. Il faut que l'enquête se suive. On peut même encore, exhumer le corps pour mener cette enquête. Le moment venu, s'il faut de l'argent, nous allons nous mobiliser également pour soutenir la famille. Nous allons faire appel au peuple camerounais conscient de soutenir cette famille-là, s'il faut de l'argent pour exhumer le corps et payer les avocats pour que justice soit faite. Je vous rappelle que vous êtes dans la diaspora. Vos parents sont au Cameroun. Ça vous concerne aussi. Oui, ça vous concerne aussi. Vos enfants peuvent se retrouver au Cameroun un jour dans les mêmes conditions, kidnappés, violés et tués. N'attendez pas que cela vous arrive pour mettre la main à la pâte. N'attendez pas que cela vous arrive pour dénoncer ces comportements. Nous sommes tous des victimes en sursis. Faisons un effort d'arrêter cette hémorragie. Alors je voudrais ici vous inviter à vous mobiliser pour cet enfant, comme d'ailleurs pour tous les autres enfants. À la famille de Orphée, au papa et à la maman, je mesure votre douleur. Vous êtes seuls à pouvoir sentir ce que vous ressentez en ce moment. Non, nous allons parler. Nous allons vous soutenir. Mais si cela n'était pas encore arrivé, tu ne peux pas sentir la douleur que sent le père de cet enfant ou la mère de ce bébé. Nous sommes de tout cœur avec vous. J'ai vu en Europe et même aux États-Unis des parents qui ont tellement pleuré leurs enfants qui ont été assassinés alors qu'ils étaient eux-mêmes des assassins de leurs enfants. Je souhaite que ce ne soit pas votre cas. Mais souffrez que je dise que vous êtes les premiers à être soupçonnés, comme tout le monde. Si ça arrive ici chez moi, je serai le premier à être soupçonné. Ça arrive n'importe où. Quand c'est l'homme et la femme, c'est l'homme qu'on accuse d'abord d'avoir tué sa femme. Quand c'est l'homme qui meurt, c'est la femme qu'on accuse d'abord. Quand ce sont les enfants, ce sont des parents d'abord qu'on accuse. On interroge l'environ, les parents qui sont dans les environs, les voisins, les enfants qui travaillent dans la maison, la femme de ménage, les autres enfants qui travaillent dans la maison. L'enquête permet de découvrir qui a fait ça, se basant sur l'emploi du temps, sur les communications, sur le téléphone, sur des bornes téléphoniques, sur des rendez-vous et des lieux précis pour la manifestation de la vérité. Je suis de tout cœur avec vous. Mais souffrez que vous soyez aussi les premières victimes. Parce qu'on a vu les parents aller sur les plateaux télévisés, pleurer, alors que ce sont les véritables criminels. On a vu des femmes pleurer à chaudes larmes, alors que c'est eux qui gardaient le corps des enfants dans le congélateur pendant des années. Ça a existé, ça existe. Je souhaite que ce ne soit pas votre cas, et que vous soyez victime d'un prédateur sexuel, d'un prédateur satanique qui a ôté la vie à votre fille. Vous pouvez compter sur moi. Je vais me battre par tous les moyens, et avec tous les moyens, pour que la manifestation de la vérité soit faite par les juges de notre pays. J'invite donc toutes celles dessus, dépositaires de l'autorité publique, de se manifester pour la manifestation de la vérité. Orphée, c'était notre fille, c'était notre nièce, c'était notre enfant, c'était une compatriote, c'était une fille de la République, comme vous l'êtes, comme vos enfants aussi. Que chacun d'entre nous
s'appliquent, s'investissent pour la manifestation de la vérité. Parce que le tueur court toujours. Si vous le laissez aujourd'hui parce que c'est les parents de Orphée qui souffrent, demain matin, ce serait vous, votre tour. Alors que vous n'avez pas été là aux côtés des parents du bébé Orphée. Faites votre part pour la manifestation de la vérité, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Nous redonnerons donc ensemble des lettres de noblesse à notre pays, le Cameroun, et ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, la santé et le souffle de vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Et je le donnerai très bien. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Depuis plusieurs décennies déjà, le vécu camerounais a eu droit à ce type de nouvelles lugubres et scandaleuses remuant l'actualité locale et internationale, où l'analyse des faits avait pris tout le bien-être des affaires scabreuses, toute la clarté, tout le rayonnement des affaires relevant du mystère, avant de s'enliser dans le registre des affaires définitivement closes. Avant de parler de ce qui sera désormais l'affaire Epania, ces deux fillettes retrouvées mortes dans une piscine privée à Douala-Mbangé, qui peut nous dire, près d'une décennie après, ce qui avait tué le jeune Ndiomo Bogam au Hilton Hotel à Yaoundé. Les enquêtes ouvertes en ces temps-là par la communauté judiciaire de notre pays peuvent-elles nous dire aujourd'hui qui sont les auteurs de ce fait dramatique qui avait pourtant terni l'image de notre justice? Or, en voici une autre affaire toute fraîche, l'affaire Epania, dans le cahier des histoires dramatiques de notre pays avec la netteté des caractères hermétiques pour inspirer une nouvelle pensée que ceux qui ont peut-être compris sentent déjà fuir et s'obscurcir en elles-mêmes. Même en pleine vie, il y a là en effet pour l'observateur un bonheur ironique dont il ne se lasse jamais. Ouvrir le énième exemplaire de son œuvre, l'avoir fixé comme en relief et non plus dans cette grande ébullition du cerveau où elle est toujours confuse, encore une affaire de mort mystérieuse d'homme qui n'aboutira peut-être à rien. C'est vrai que la justice est à pied d'œuvre, l'affaire connaît des rebondissements, les enquêtes se poursuivent et les gens veulent connaître la vérité. Canal Détective, pour sa part, se limite à présenter les faits. Les amis de Epania Sikei Kambirosi, âgée de 8 ans, et Epania Sopo Audrey Paola, âgée elle de 5 ans, deux adolescentes belles comme Marie Mère du Christ, ne lèveront plus jamais. Ils ont repris le lundi 3 septembre dernier le chemin des classes alors que Rosie et Paola elle reposent pour toujours au cimetière Ndjonjo à Douala Bonapriso. Morte par noyade dans une piscine privée au quartier Mbangé à Douala Bonamoussadi. Le drame affreux survient dans l'après-midi du 8 août 2012 dans une vaste résidence située en bordure de mer au lieu-dit Mbangé Carrière. La dite résidence aux allures d'un palais à la peinture jaunâtre est bien l'habitation cossue du sieur Samuel Ngando, au cadre de banque, directeur financier de la BICEC, Banque Internationale. En effet, il est environ 16 h ce jour-là quand un cri intense de malheur alerte les riverains qui accourent. Ils vont apprendre sur le champ que la dame qui pleure à chaudes larmes vient de perdre ses deux nièces dans la piscine du Siongando. Aucun riverain n'affirme avoir vu les cadavres ni avoir eu accès à l'intérieur de la résidence au moment du drame, encore moins avoir vu les corps sortir de la concession. Quelques journalistes arrivés sur place sont éconduits et personne ne veut témoigner, personne ne veut se mêler des affaires du Siongando. C'est un homme très influent, très respecté dans le quartier. Ne filmez rien ici, nous lance un jeune homme manifestement violent. Sur ces entrefaits, nous rappliquons sur la base, c'est-à-dire à Canal 2 International, vu que la police n'est pas visible sur les lieux. À Bonapriso, à la résidence de maître Epania Sopo Priso, le père des défuntes, c'est la consternation totale. Il n'est pas en place, ni son épouse. Il se serait rendu à l'hôpital général, nous renseigne-t-on, et c'est en fait à la morgue de l'hôpital général de Douala que les deux corps ont été conduits par les membres de la maisonnée du Siongando. Maintenant, la question centrale. Que s'est-il réellement passé dans cette résidence?
Le 5 août 2012, le sieur Epania Sopoprizo, avocat au barreau du Cameroun, entreprend avec son épouse de conduire ses fillettes, Rosie et Paola, en Bangé village, où elles vont passer 3 semaines de vacances chez leur tante paternelle, Dame Mouyombon Jeanne, en service à MTN Cameroun. 3 jours seulement après leur arrivée en Bangé, la mort les arrache à la vie, non pas chez leur tante, mais chez le voisin d'en face, le sieur Ngando. Nous apprenons ce jour-là que c'est une jeune fille qui accompagna les adolescentes dans la résidence d'en face où elles allaient passer quelques heures d'amusement à la demande d'un membre de la maisonnée. Or, on ne sait ni trop comment les enfants se sont retrouvés seuls au bord de la piscine au point de se noyer. Du coup, les rumeurs ont proliféré à ce sujet, vu qu'au moment de l'extraction des corps, ni la police, ni les parents, encore moins les proches des enfants, ne sont présents. Sur les lieux, les corps sont directement acheminés à bord d'un ML noir, souvent piloté par l'épouse du sieur Ngando, toutes choses ayant le don d'entretenir des supputations. Elles feront d'ailleurs ces supputations leur bonhomme de chemin jusqu'au jour de la levée de corps. Le père des défuntes, le sieur Epania, accorde une interview exclusive à Canal 2 International et fait des terribles déclarations. Le 5 août 2012, mon épouse et moi avons accompagné nos enfants passer 2 à 3 semaines de vacances chez ma soeur aînée qui habite en Bangé village, la nommée Madame Ekite Nimuyambon Epania Jeanne. Nous avons laissé les enfants. Le domicile de ma soeur aînée n'est pas très éloigné du fleuve Vouri qui passe juste derrière. Le fleuve est environ à 50 mètres de son domicile. Et pour moi, ce fleuve constituait un danger pour mes enfants, raison pour laquelle j'ai donné des instructions que mes enfants ne sortent pas de la maison. À elles-mêmes, j'ai parlé, je leur ai dit, il y a l'eau qui est derrière, c'est dangereux. Je devais rendre visite à mes enfants le mercredi 8 août. C'est vers 17h30 que je reçois un coup de fil qui m'annonce le décès de mes 2 filles. J'ai pris la direction de Bangé village et c'est par la suite que j'ai été dérouté plutôt vers l'hôpital général. J'ai trouvé les corps de mes 2 filles déjà emballés dans une housse, dans 2 housses. Malgré mes tentatives d'ouvrir ces housses pour voir mes enfants, cela m'a été refusé. Le médecin pédiatre qui m'a reçu et qui m'a dit que c'est lui qui avait reçu les corps des enfants, répondait à peine à mes questions. Parce qu'il était scandalisé, avocat de mon état, que 2 enfants décèdent dans une piscine, qu'on transporte les corps à l'hôpital, sans appeler la police, sans appeler les parents, qu'on traite les corps des enfants, qu'on les emballe comme si on voulait cacher quelque chose. C'est par la suite que, dans la journée d'hier, lorsque j'ai reçu les certificats de genre de mort de mes enfants, c'est là où j'ai compris que mes enfants ont été violés. Aujourd'hui, j'en ai eu la confirmation, parce que de visu, j'ai constaté le viol de mes 2 filles. J'ai eu une altercation sérieuse avec le commissaire du 12e arrondissement qui m'a appelé dans son bureau hier et m'a proféré des menaces. Je tiens que cela soit su. Il m'a proféré des menaces. Lui et moi, nous nous sommes séparés dans de très mauvaises conditions. Parce qu'il affirmait avoir lu le rapport du médecin légiste et que ce rapport disait qu'il y a eu viol longtemps avant que ses enfants n'arrivent en vacances chez ma grande sœur. Ce que ne dit pas le rapport. Je me suis rapproché du médecin légiste qui m'a bien confirmé qu'il n'a jamais écrit cela dans son rapport. Alors ce commissaire est en train de vouloir faire des manipulations par rapport au décès de mes enfants. Ça ne passera jamais. Mes enfants ont été violés, toutes les 2, par la voie anale.
Elles ont été sodomisées. Cela a été constaté ce matin. Mes enfants seront enterrés. Mais la justice suit son cours. Je tenais à le dire, parce que ce sont des actes ignobles qui ne peuvent être tués. Ce sont des actes criminels. Et les coupables, je l'espère, ils seront châtiés après avoir été découverts. Cette sortie très émouvante du sieur Epania a le don d'ouvrir ou de donner une nouvelle orientation aux enquêtes, mais surtout de questionner la crédibilité du commissaire du 12e, le sieur Georges Ella, qui l'incrimine sans façon. Mais de cette incrimination, j'ai eu une interrogation principale. Quel est le nœud de la remuante discorde entre le sieur Epania et le commissaire du 12e en charge des enquêtes préliminaires en ces temps-là? Nous allons apprendre par la suite que le sieur Epania et le commissaire du 12e se sont crêpés les chignons au sujet des résultats de l'autopsie. De sources bien introduites, les résultats de l'autopsie réalisés par le commandant médecin Fouda Bokolo révèlent que les fillettes sont décédées des suites de noyades et manœuvres anorectorales suspectes, dont les enfants auraient été sodomisés. Par qui? Question à 1000 balles. La question reste sans réponse. Or, au commissariat du 12e, l'on nous informe que le jour où le sieur Epania et le commissaire Ella se sont disputés à vive voix, alertant toute l'institution, il n'était pas attendu sur place, monsieur Epania. Une information que repousse formellement le sieur Epania. Le jour de la mise en bière, les morguiers et les témoins sur place observent, tout comme le sieur Epania et les membres de sa famille, que les anus des deux fillettes sont ressortis tels des hémorroïdes, ce qui atteste bel et bien que les enfants ont été sodomisés. Or, selon le sieur Epania, le commissaire du 12e aurait insinué que les enfants auraient été sodomisés avant leur entrée dans la résidence du sieur Rando. Toute chose qui ne corrobore pas aux idées du sieur Epania, qui pense, lui, que ses enfants auraient été violés dans la résidence du sieur Rando. Autre chose qui intrigue les enquêteurs. Le 13 août dernier, après avoir visualisé les bandes montrant les images issues du serveur des caméras de surveillance de la résidence du sieur Rando, 47 caméras au total de surveillance, disséminées ci et là, le sieur Epania saisit par courrier le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lokoti pour demander de surseoir, c'est-à-dire d'arrêter la mesure d'autopsie requise pour déterminer les causes exactes du décès de ces deux filles. Or, même si le plateau technique médical n'est pas assez sophistiqué pour faire des prélèvements subtils qui pourraient irréfutablement, en déterminant les causes réelles du décès de ces deux filles, lier l'acte de sodomie à un tierce individu susceptible d'en être l'auteur, il reste clair que dans notre pays, seule l'autopsie peut en faire foi. Or, le sieur Epania, pour des raisons personnelles, a écrit la lettre dont voici un extrait. S'adressant au procureur, il écrit « Une autopsie a été requise par votre parquet pour déterminer les causes exactes du décès de mes filles. Pour des raisons personnelles et surtout après avoir personnellement visualisé la vidéo de leur décès, je vous prie de bien vouloir surseoir à cette mesure d'autopsie des dépouilles de mes filles en attendant que la justice puisse avoir accès aux bandes de surveillance vidéo pour leur exploitation. » Si le sieur Epania n'admet pas que les enfants ont été violés avant le jour de leur décès, bien d'autres questions tarauderaient alors l'esprit des enquêteurs. Une fillette de 5 ans peut-elle elle-même assurer sa toilette? Qui nettoyait ses enfants pour ne pas remarquer qu'elles sont défoncées à l'anus si c'en était le cas? Revenons maintenant dans la résidence du sieur Rando. Les images montrant les fillettes en train d'accéder à la piscine devraient déterminer à travers leur comportement, le comportement de ces enfants de 5 et 8 ans, encore des filles, si elles viennent de subir quelque chose de particulièrement violent et dénigrant comme la sodomie. Si les enfants ont été sodomisés dans la résidence du sieur Rando, ce jour-là, on devrait le savoir à travers leur comportement au moment où ils approchent la piscine. Pourtant, de sources très proches du dossier, les images de la noyade montrent les fillettes s'amusant au bord de la piscine. Elles tiennent chacune une grosse peluche, des poupées de couleur marron et blanche. Elles sont toutes gaies et en aucun moment l'on a l'impression d'avoir affaire à des mioches qui viennent de connaître quelque chose de particulièrement violent et étrange. Rosie est la première à entrer dans la piscine pour récupérer sa peluche qui s'éloigne à la surface. Sa sœur Audrey Paola, prise de panique, voyant sa grande sœur en difficulté, plonge dans l'eau pour tenter de lui apporter son secours. Les deux gamines s'agrippent et Rosie réussit, elle, à retrouver le bord, mais pas sa petite sœur. Elle rapplique
Et c'est le moment fatal. Elles vont sombrer et pendant longtemps jusqu'à l'agonie, puis la mort. Quelque temps après, on assiste à l'extraction des corps, puis au bouche à bouche. L'autre thèse pourrait envisager l'hypothèse selon laquelle les enfants auraient été sodomisés avant. Et la suite des enquêtes devrait nous le révéler. C'est donc une affaire à suivre.